Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on va s'intéresser au mal-être des dirigeants et des managers. Une entreprise les accompagne. On en parle avec la fondatrice de Reliance. Elle sera avec nous en visioconférence. Smart et Réglo, congé paternité allongé. Qu'est-ce que cela change pour les jeunes pères de famille? On fera le point avec un expert juridique dans quelques instants. Et la pause café de Fanny Griesmer. Souriez, vous travaillez. Bah oui, le sourire, c'est important quand on est sur son lieu de travail. On fera le point avec Fanny. Ça fait bouger certains muscles de notre visage. On en parlera avec elle dans quelques instants. Et puis dans le cercle RH, le débat Origine France Garantie. Vous connaissez ce label? Ça veut dire que le produit a été fabriqué en partie en France. On en parlera avec son président, son nouveau président, Gilles Attaf. Et puis on parlera avec lui d'un nouveau label. On parle des produits manufacturiers. Il est question d'un label maintenant pour les services, les entreprises de services. Évidemment, ce sont des emplois qui restent en France. On en parlera avec lui dans quelques instants. Et puis nous terminerons dans notre dernière rubrique avec une néobanque. Elle s'appelle Nickel et elle a décidé d'être irréprochable en matière RH. On fera le point évidemment dans quelques instants avec cette néobanque. Voilà le programme aujourd'hui. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job ou mal dans son job. D'ailleurs, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, on s'intéresse au mal-être des dirigeants, des managers. Ils ont traversé une période, il faut le dire, un peu compliquée pendant cette année Covid. On en parle avec Candice Vodjak. Bonjour Candice. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci, et vous? Très très bien, vous avez le sourire. J'imagine vous communiquez cette énergie à vos clients. Vous êtes la dirigeante, la fondatrice de Reliance. D'abord, un tout petit mot, Candice, sur votre histoire personnelle, parce que auparavant, vous étiez dans un service RH. Et vous dites que finalement, vous n'étiez pas vraiment en accord avec ce que vous faisiez. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez créé votre entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait à l'époque où vous étiez salarié? Alors, quand j'étais salariée, effectivement, j'étais dans une entreprise où on prenait beaucoup de choses pour nos clients, mais où il n'était pas forcément évident de faire la même chose pour nous en interne. Et mon patron me disait souvent: Ah, mais tu sais, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc, ce qu'on fait pour les autres, on ne peut pas le faire pour soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été un peu dérangeant pour moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer Reliance, l'entreprise dans laquelle j'aurais rêvé travailler. C'est ça, vous avez créé la chaussure à votre pied, en quelque sorte. Exactement. Reliance, c'est un cabinet de conseil en transformation organisationnelle. Une information importante, le 18 mai dernier, il y a quelques semaines maintenant, vous avez créé un moteur de recherche de solutions en ligne, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pourquoi créer un service comme ça non-stop? Il y avait un vrai besoin? Oui, effectivement, notre intention, c'est vraiment de se mettre au service des dirigeants et managers qui constatent des symptômes dans leur équipe ou dans leur quotidien de travail, que ça soit le mal-être de leurs équipes ou des dysfonctionnements organisationnels, ou simplement parce qu'ils souhaitent conduire un projet mais ils ne savent pas par quel bout le prendre. Et souvent, ils constatent donc les symptômes mais ne savent pas par où commencer et n'ont pas un début de réponse. Et donc, on a souhaité mettre à leur disposition des ressources pour vraiment qu'ils aient un premier début de réponse pour se dire: ok, donc quand j'ai cette situation, voilà éventuellement comment je pourrais y répondre, ou en tout cas voici quelques articles de blog ou des fiches actions qui me permettent de commencer à réfléchir à la situation. Une fois qu'ils ont pris contact, évidemment, par ce numéro accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'imagine que vous allez plus loin. Qu'est-ce que vous constatez, Candice, dans l'attitude, j'irais presque, des managers et des dirigeants? Ils sont quoi? Traversés par de l'inquiétude, de l'angoisse? Ils sont très concentrés sur la rentrée? Comment sont-ils? Alors c'est très variable selon les mois. En fait, là au mois de juin,
aujourd'hui, comme au mois de juin l'année dernière d'ailleurs, ce qui intéresse surtout les dirigeants et managers, c'est comment faire revenir au travail leurs équipes qui ont bien pris goût au télétravail et qui n'ont pas forcément toujours envie de revenir physiquement dans les bureaux. Et on avait déjà le même sujet l'année dernière. Donc, peut-être pas forcément autant d'anxiété, mais en tout cas parfois un peu démunis par rapport à des situations humaines et émotionnelles qu'ils ne savent pas forcément gérer. Mais surtout, en fait, nous, on a pu constater parmi nos clients, et puis moi chez nous aussi, que finalement, ça n'avait pas été simple comme période et comme situation, et que beaucoup avaient dû encaisser beaucoup de choses et faire éponge. Et sans montrer aucune vulnérabilité, aucune faille, aucune faiblesse, et devaient encore de nouveau aller dans la course du travail, de la performance, ce qu'on leur demande dans le quotidien, et que ça commençait à peser un peu. Oui, ça, les dirigeants, c'est des sportifs de haut niveau, c'est ce que vous nous décrivez. En revanche, le staff qui est autour, les collaborateurs, vous nous dites quand même avec ce mot ils ont pris goût au télétravail. C'est assez ambigu, c'est-à-dire qu'il y a un vrai débat là aujourd'hui qui traverse notre société. D'un côté, des dirigeants, vous nous dites, qui aimeraient bien avoir leurs salariés à portée de main, et puis des salariés qui finalement ont trouvé un équilibre de vie. Comment ça se règle ça à l'intérieur dans l'esprit du dirigeant ? Oui, vous avez raison, c'est un vrai débat aujourd'hui dans le monde professionnel, dans les entreprises. Parce qu'en réalité, tous les salariés n'ont pas forcément pris goût au télétravail. Il y en a pour qui cela a été assez difficile de faire du télétravail. Il y en a pour d'autres où c'était plus simple d'un point de vue organisation personnelle, par exemple, et qui ont donc trouvé un équilibre. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'engage dans le monde professionnel, c'est justement d'arriver à trouver le meilleur équilibre possible pour chaque entreprise. Et c'est peut-être à ça, enfin, c'est le principal défi que chaque dirigeant, auquel il est confronté aujourd'hui, de se dire comment est-ce que je vais créer mon propre équilibre qui ne sera pas celui d'une autre entreprise, qui ne sera pas, qui ne fera peut-être pas forcément consensus au sein de tous les collaborateurs. Et ça nécessite vraiment un vrai dialogue au sein des entreprises, et c'est ça qui n'est pas forcément évident. Un dernier mot, Candice, il y a aussi dans votre entreprise Reliance, dans cette volonté de transformer, il y a un véritable travail pour une démarche RSE. Ça, c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Les entreprises, malgré la crise et les angoisses, les inquiétudes de la rentrée, vraiment s'engagent sur cette démarche RSE ? Oui, en effet, dans les 1500 questions qu'on a pu avoir jusqu'ici en un mois là, sur le moteur de recherche de solutions, c'était la troisième thématique qui revient sur le podium, une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Donc on voit vraiment que les entreprises aujourd'hui se rendent compte que c'est un facteur clé essentiel pour la pérennité de leurs entreprises. D'une part pour le recrutement, aussi pour gagner des parts de marché, pour se différencier, mais aussi pour assumer encore plus leur identité. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Et les entreprises, je pense, se rendent compte qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément le choix que d'y aller. Oui, c'est ça, c'est presque une obligation pour les entreprises qui préparent leur rentrée. Ils la préparent avec l'entreprise Reliance que vous accompagnez. Merci Candice Wojak, fondatrice, dirigeante de l'entreprise Reliance, cabinet de conseil en transformation organisationnelle. Et puis depuis le 18 mai, vous avez mis en place ce service, cette hotline qui permet de pouvoir contacter directement votre structure pour avoir un premier contact, un premier soutien. Merci à vous Candice d'être venue sur notre plateau en distanciel. Merci. La suite de notre programme, c'est Smart et Réglo. On s'intéresse au congé paternité. Paternité, je dis bien, il est allongé. Qu'est-ce que ça change pour les jeunes pères de famille, ou moins jeunes d'ailleurs? On en parle, c'est tout de suite. On a parlé du congé maternité, on va parler aujourd'hui dans notre rubrique Smart et Réglo du congé
paternité allongée. On en avait parlé sur ce plateau avec un avocat. On en parle aujourd'hui avec Estelle Damilano. Bonjour Estelle. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Cela commence au 1er juillet 2020. Et là, pour le coup, le Conseil d'État n'a rien dit. Je fais référence évidemment à la décision du Conseil d'État sur l'assurance chômage. Au 1er juillet, mise en application d'un congé paternité allongé. Exactement. Donc, on a eu effectivement les décrets d'application pour définir les modalités de ce fameux congé paternité allongé pour toutes les naissances à compter du 1er juillet 2021. Donc, vous êtes papa, votre compagne, votre femme accouche à partir du 1er juillet. Vous en bénéficiez dans toutes les entreprises de France. Oui, alors c'est ouvert à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté, que vous soyez en CDI, en CDD, en intérim. En intérim. Voilà, également pour les indépendants, les salariés agricoles. Et la grande nouveauté, bien sûr, c'est la durée. Donc, on passe de 11 jours à 25 jours, mais décomposé en 2 parties. La grande nouveauté, c'est qu'il va y avoir 4 jours obligatoires pour l'employeur et le salarié, c'est-à-dire... Pris en charge par l'employeur. Alors, non. Voilà, c'est toute la subtilité. C'est que ça sera pris en charge par l'assurance maladie, c'est-à-dire les IJSS, du même montant que les IJSS maternité. Vous nous dites, parce que ce débat du congé paternité, il n'est pas né au 1er juillet, puisqu'il y en avait déjà auparavant, et je l'ai d'ailleurs vécu, les fameux 11 jours. Voilà. Beaucoup de cadres expliquaient, pour des raisons d'organisation, ce qui d'ailleurs avait été mon cas, que je ne pouvais pas prendre ces jours. Là, il y a une obligation de les prendre. Alors, oui, tout à fait. Non, mais c'est important de le préciser. Là, c'est vraiment un changement d'approche, c'est-à-dire que la première partie du congé paternité, c'est une obligation. Voilà. Et même si vous ne le demandez pas, l'employeur ne doit pas vous employer pendant la première partie, donc ces fameux premiers 4 jours. Et qui démarrent quand ? Donc, ils sont accolés au congé de naissance. Donc, dès que l'enfant naît, on a 4 jours automatiquement. Alors, on a d'abord le congé naissance de 3 jours. Donc, on prend le premier jour ouvrable suivant la naissance. Plus les 4 jours qui s'additionnent. Voilà, donc, et les 4 jours sont calendaires, donc ça vous fait une semaine à la naissance. Donc là, il y a 4 jours qui sont cristallisés, sanctuarisés. D'emploi. Le reste, donc les 21 jours, ils sont à prendre là dans les 6 mois suivant la naissance. Alors, ce n'est pas une obligation. Et surtout, il faut prévenir votre employeur un mois avant votre intention de les prendre. Ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Les 21 jours suivants, et puis surtout, ils peuvent être fractionnés. Vous pouvez prendre par période de 5 jours. Voilà. Mais il faut prévenir votre employeur. Mais là encore, l'employeur, si vous le demandez, c'est un droit. L'employeur ne peut pas le refuser. À condition de le demander un mois avant. Voilà, à condition de respecter le délai de prévenance. Mais il ne peut pas vous le refuser, même en évoquant une charge de travail, des problèmes d'organisation. La Cour de cassation a bien dit que c'était une obligation de prendre ce congé payé. Essayons d'être concrets. Mon enfant naît le 1er juillet. Oui. J'ai mes 3 jours de congé classique, plus mes 4 jours adossés. Exactement. Est-ce que je peux enchaîner les 21 jours restants aux 4 jours qui ont été collés? Tout à fait. Puisqu'on est en juillet. C'est le but, c'est d'avoir une période d'accueil de l'enfant, puisqu'il s'appelle congé de paternité et d'accueil de l'enfant, d'être là plus longtemps. Et finalement, ça revient à avoir un mois de présence avec l'enfant. Mais ça veut dire que j'ai dû prévenir mon employeur un mois avant la naissance de mon enfant. Alors, vous devez l'informer. Pour être un peu concret. Voilà, il faut l'informer de la date prévisionnelle de l'accouchement, mais on sait bien que c'est pas une science exacte. Ça peut jouer sur une semaine. Oui, effectivement. Mais même si la naissance était prévue après le 1er juillet, mais que madame accouche là maintenant, vous aurez quand même droit au congé allongé. D'accord. Après, même si la naissance arrive comme ça, alors que vous aviez prévu que ça soit le 5 juillet, vous avez le droit immédiatement à votre congé paternité. En matière d'indemnisation, parce qu'il y avait un débat sur le temps, parce que les cadres disaient « j'ai pas le temps de prendre ces journées, je n'ai pas le temps ». Et puis il y avait aussi un débat sur est-ce que je perds de l'argent ? Alors, c'est le
le gros problème sur ce congé paternité, c'est qu'il n'y a pas de maintien de salaire. C'est-à-dire que comme c'est les IJSS maternité, c'est limité au plafond de sécurité sociale. C'est 3 428, le barème, le plafond. Donc, en plus, il faut avoir suffisamment cotisé à la sécurité sociale auparavant. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins travaillé 150 heures les 3 derniers mois, etc. Donc, ça ne marche pas pour celui qui est entré dans la boîte depuis un mois. Alors, sauf s'il a eu un job précédemment. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas prise en charge par la Sécu, vous n'êtes pas obligé de prendre le congé paternité. C'est une des exceptions. Mais attendez, je suis dans un cas de figure. Imaginons un salarié qui dit « mais je veux le prendre quand même si la Sécu ne me donne pas suffisamment. » Il a le droit de demander à son employeur, même s'il reçoit très peu de la Sécu. Exactement, il a le droit et l'employeur ne peut pas lui refuser. D'accord. Par contre, il n'y a pas de complément de salaire. Alors, beaucoup de conventions collectives prévoient des compléments. Complète. Mais c'est vrai que pour un salaire de cadre, il y a une perte. Et c'est vrai que s'il prend l'intégralité, donc les 25 jours plus les 3 jours de naissance, il peut y avoir une perte. Dernière question, elle est importante parce que aujourd'hui, les employeurs qui sortent de la période Covid sont en train de gérer leurs congés payés. Et il y a des grosses difficultés dans les entreprises parce que les salariés veulent prendre leurs vacances après une longue période d'absence. Est-ce qu'on peut accoler ces congés payés et ces 25 jours de congé paternité? Tout à fait. Et même si, même si la naissance intervient pendant vos congés payés, vous pouvez prendre effectivement le congé naissance et le congé paternité à l'issue de vos congés payés. Donc on enchaîne. Voilà, on dit bien c'est une suspension du contrat de travail. C'est 25 jours ouvrés sur une semaine de travail. Alors non, c'est calendaire. C'est calendaire, donc c'est du lundi au dimanche. Exactement. D'accord. Le congé naissance, c'est ouvrable. C'est ça, c'est important de le préciser. Après, les IJSS sont servis en calendaire. Vous aurez l'indemnisation journalière. Donc c'est une bonne chose. Petit bémol, c'est effectivement des pertes de niveau de salaire lorsque, pour un cadre par exemple, on est plafonné. Si l'entreprise n'a pas signé de complément de revenus, on a une petite perte de revenus. Exactement. On n'est pas allé jusqu'au bout de la réforme, mais il y a une avancée en termes d'allongement. En effet, c'est l'occasion pour un papa, il faut le dire, puisqu'on est très juridique, de pouvoir profiter de son enfant et de le voir un peu grandir. Alors, c'est aussi, pour un même enfant, on peut avoir 2 congés paternité. 2 parce qu'il peut y avoir le père biologique, mais qui n'est plus avec la mère. Exact. Et le nouveau conjoint, concubin. Ça, c'est important. Et qui, lui, peut bénéficier aussi, à condition qu'il justifie le fait de vivre sous le même toit. Exactement. Il faut une attestation de la mère, de vie maritale, plus l'acte de naissance. Donc 2, pour le papa qui n'est pas le géniteur. Exactement. Et pour le géniteur. Exactement. Voilà. Merci, c'est très important de signaler cette information. Merci Estelle Damilano d'être venue sur notre plateau, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Tiens, on va passer au sourire. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos activités d'expert, mais le sourire, vous avez le sourire là. Et oui, on est heureux. Quand on n'a pas le sourire, c'est un peu différent dans l'entreprise. Fanny Griesmer va nous en parler. Le sourire, c'est tellement important quand on travaille. C'est la pause café. Fanny Griesmer, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir le sourire à l'antenne, elle a toujours le sourire. Fanny, dans l'entreprise, l'expression c'était, vous vous rappelez, souriez, vous êtes filmé. Oui, tout à fait. Là, j'ai envie de dire, souriez, vous êtes au travail. Oui. C'est un peu ça. Ah, je vous fais rire là, c'est même pas sourire. Non, mais ça semble paradoxal peut-être pour certains. Certains arrivent avec un peu le... Oui. Mais alors, j'ai envie de vous dire quand même qu'aujourd'hui, c'est une chronique presque fiction, voire d'anticipation. C'est vrai qu'on a laissé tomber les masques en extérieur. Bientôt, peut-être, en intérieur. En tout cas, aujourd'hui, on doit aller masquer au bureau. Mais voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de me projeter vers ce nouvel horizon. Ce jour où vous pourrez de nouveau afficher un large sourire au bureau et donc l'adresser à vos collègues, à vos supérieurs. Voilà, et vous aurez tout intérêt à le faire dès lors que ce sera possible, puisque sourire, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour votre activité. Alors j'ai envie de vous dire, souriez. Souriez, vous n'êtes pas filmé, mais souriez, ça fait du bien. C'est quoi sourire? C'est empathie, c'est avenant, c'est heureux, c'est plein de choses? Mais oui, avouons-le, quand on voit quelqu'un sourire, on a tout de suite l'image de quelqu'un de plutôt sympathique, accessible, ouvert. Donc on a forcément envie d'aller vers vous si vous avez un large sourire. Voilà, on a aussi c'est pratique si on ne connaît pas cette personne. C'est vrai que pour un premier contact avec un client, un collègue, un futur collaborateur, un prospect, le sourire, ça fonctionne mieux et cela marque surtout les esprits. Et rien ne serait plus contagieux que le sourire, si ce n'est peut-être le bâillement.
Il est même prouvé que face à une personne qui nous gratifie d'un sourire, nos muscles faciaux, sans qu'on s'en rende compte, ont tendance un petit peu à faire un mouvement identique. Donc, bon point pour entretenir de bonnes relations au travail, mais aussi pour construire et entretenir son réseau professionnel. Alors, c'est vrai que certains pensent, en tout cas ont tendance à penser que sourire peut vous faire courir le risque de passer un peu pour un aimable benet, sympathique, oui, mais pas très sérieux. Eh bien non, désolé de vous décevoir, mais vous avez tort. Le sourire, ça inspire la confiance. Lorsque vous souriez, vous démontrez à l'autre que vous êtes capable d'accomplir ce qui vous est demandé. D'ailleurs, il y a cette étude de l'université de Pennsylvanie qui nous confirme cette hypothèse et révèle que les personnes qui sourient semblent être plus compétente. En tout cas, elle renvoie cette image-là. Pour Shawn Achor, qui est l'une des figures majeures de la psychologie positive, plus vous gardez un niveau élevé d'optimisme, plus vous avez des chances de réussir. Il a étudié le succès chez les vendeurs. Et apparemment, 25% du succès des vendeurs sont liés à leurs compétences techniques. Seulement 75% en revanche dépendent de leur optimisme, de leur confiance en eux, de leur capacité à entrer en connexion avec les autres, notamment les clients. Effectivement, c'est pratique. Le sourire est donc un outil précieux, un outil de travail, de communication qui est essentiel dans l'activité des vendeurs, mais pas que. Les fameux soft skills dont on parle beaucoup Totalement. sur ce plateau, qui contribuent à être le savoir-être. Number one. Le number one, et c'est le sourire. Et, oui. Et par ailleurs, vous l'avez évoqué, c'est bon pour la santé, Fanny. Excellent pour la santé. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mon cher Arnaud. Lorsque nous sourions, ce ne sont pas moins de 17 muscles qui sont mis à contribution. C'est assez incroyable. Sur un plan biologique, sourire booste notre système immunitaire, abaisse la pression sanguine, libère des endorphines. Les endorphines, ce sont ces petites hormones du bien-être et du bonheur qui nous font nous sentir bien. Le simple fait de sourire améliore votre humeur en atténuant la douleur et en réduisant le stress. Y a quand même le risque, avec tous les conseils que vous nous donnez, du sourire forcé. Alors faites-nous un petit sourire forcé. Oh, ça va. Je sens que ça rigole en Oui, ça rit beaucoup. Voilà. J'aime assez peu sourire, je tiens à vous le dire, j'ai fait un énorme effort. C'est vrai que sourire au travail, c'est pas toujours évident. Le matin, c'est parfois un petit peu la course. Vous préparez vos enfants, vous les amenez à l'école, vous affrontez la jungle des transports, vous croisez ce collègue qui ne prend même pas la peine de vous dire bonjour. Je suis sûre que vous avez tous vécu ce moment-là. Quand ce n'est pas votre N plus 1 qui vous fait remarquer votre retard. Pire, si la machine à café est en panne, dans ces conditions, effectivement, difficile de ne pas se mettre au diapason et d'afficher une mine renfrognée. Alors, faut-il dissimuler sa mauvaise humeur, ses états d'âme derrière un masque de bonne humeur? Eh bien, mauvaise stratégie, à en croire cette étude américaine menée par les chercheurs de l'université de Pennsylvanie. Ces chercheurs qui pointent du doigt les effets néfastes du sourire de façade, pour ne pas dire le rictus hypocrite, effet néfaste sur la santé et sur la productivité des salariés, parce qu'en fait, un faux sourire, ça ne traduit pas les sentiments que l'on a à l'intérieur. Donc ça crée un décalage qui peut être source de stress, de mal-être et à terme de dépression ou de burn-out. Alors il y a un exemple, vous allez nous le citer, en Chine, une entreprise bien connue, où globalement, c'est typique, il y a beaucoup de chroniques où vous parlez des Chinois, où on oblige les salariés à faire quelque chose. Et là, ce sont effectivement les employés d'une filiale de l'entreprise Canon en Chine qui n'ont d'autre choix que celui de sourire. Condition sine qua non pour entrer dans les locaux, que ce soit pour assister à une réunion ou tout simplement pour s'installer à leur bureau. L'entreprise a mis en place devant chacune des portes des caméras à reconnaissance faciale programmées spécifiquement pour détecter les sourires. Donc pour qu'elles s'ouvrent, dès lors que vous vous présentez devant une porte, vous devez sourire. C'est un peu Sésame, ouvre-toi, mais à condition de faire un sourire. C'est une manière de s'assurer que tous les employés sont heureux en permanence, ne serait-ce qu'en apparence. Un sourire peut être artificiel autant que l'intelligence qui régit ces caméras. Et puis, en attendant, on a le masque. On va revenir quand même un petit peu à la réalité. C'est ça, oui. Le sourire largement dissimulé. Alors, tout n'est pas perdu. S'il est sincère et authentique, il peut se voir malgré tout. Dans les yeux. Ça, voilà, grâce aux yeux. On parle souvent de ce sourire avec les yeux. Eh bien, il existe réellement. On appelle ça le sourire de Duchenne ou encore le sourire de récompense. Et effectivement,
seuls les sourires sincères et authentiques font intervenir 3 muscles, ou alors ce serait plutôt l'inverse. Dès lors que vous avez 3 muscles qui se contractent spécifiquement, ça veut dire que votre sourire est authentique et sincère. Pourquoi Duchesne d'ailleurs ? Duchesne, c'est le nom du médecin qui a fondé la neurologie au 19e siècle. Et donc Monsieur Duchesne, qui a donné donc le nom à ce sourire. Le sourire Duchesne, il mobilise j'adore. notamment l'un des muscles qui est l'orbiculaire et qui plisse les bords des yeux. Vous savez, les petites pattes de doigts. Exact, c'est là où on voit qu'on rit. Voilà, si vous souriez et qu'il n'y a pas de petites pattes de doigts, c'est que vous n'êtes pas sincère. Vérifiez bien quand vous regardez Mais oui, voilà, ces en attendant. petites pattes de doigts. Moi, c'est très important, il faut quand même le signaler. Vérifiez les petites pattes de doigts. En tout cas, souriez, ça fait du bien, puis ça permet de rentrer en connexion. Ça détend l'atmosphère aussi. Ça descend, voilà, on va le dire à tous ceux qu'on croise dans le métro. Merci Fanny, on se retrouve demain, évidemment. Merci pour ce joli sourire. On fait une courte pause et on s'intéresse au Made in France. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'économie. Le Made in France, c'est Origine France Garantie. Son président sera avec nous dans quelques instants. C'est pour les entreprises manufacturières, mais c'est aussi, vous allez le découvrir, pour les entreprises de services. Oui, parce que c'est intéressant que nos services ne soient pas délocalisés, qu'ils soient Made in France. On en parle, c'est notre débat dans le cercle RH, juste après cette courte pause. Le Made in France, je vais le dire en français, les produits fabriqués en France, c'est bon pour l'emploi, vous le savez évidemment. C'est bon pour nos entreprises, c'est bon tout simplement pour notre économie. On va en parler et on va parler de ce label que vous connaissez bien, Origine France Garantie, ce label qui garantit que ce produit en partie, on y reviendra, il y a quelques détails, est fait sur notre territoire, fabriqué donc par des salariés français. On fait le point parce que il y a ces entreprises manufacturières qui ont choisi de prendre ce label. C'est pas si simple d'ailleurs d'avoir ce label, on y reviendra. Et puis il y a maintenant des entreprises de services qui vont être labellisées, qui vont s'engager sur cette démarche. C'est très utile au moment où on parle de relance économique pour la rentrée de septembre. On en parle avec mes invités. Gilles Attaf, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Belleville. Alors, pour ceux qui connaissent votre histoire, c'est intéressant de le rappeler. Vous, le Made in France, vous l'avez accroché au cœur, puisque voilà, vous avez votre veste bleu, blanc, rouge. Ça, c'est la marque Belleville, c'est votre marque. Et puis auparavant, on se souvient de vous, parce que vous étiez très engagé sur une marque qui s'appelait Smuggler, dont les salariés, que vous avez conservés en partie, qui fabriquent vos vêtements, sont à Limoges, dans la manufacture française, c'est ça ? France Manufacture. France Manufacture. Et puis, vous êtes le nouveau président d'Origine France Garantie. Et puis, évidemment, comme vous n'êtes pas suffisamment occupé, vous êtes aussi le président des forces françaises de l'industrie. On parlera d'ailleurs des chiffres de l'industrie qui ont légèrement baissé. Les chiffres sont moins bons que dans d'autres pays européens. Et puis avec vous, parce que vous avez souhaité être accompagné de quelqu'un, alors qui ne fait pas du service, qui fait vraiment qui fait du manufacturier, Thierry O, comme le ministre, comme Cédric O, Thierry O, maître artisan, gérant de à la ville, à la montagne, de la cordonnerie, comment vous définiriez, de luxe, de haut niveau ? Une prestation de haut niveau, de qualité, et surtout spécialisée dans la réparation de chaussures et de sacs à dos, de randonnée, de montagne, d'escalade. À la ville, à la montagne. À la ville, à la montagne, à Bastille, en plein Paris. Exactement. Je suis allé sur votre site. C'est un très bel endroit. C'est un très bel espace. C'est pas la vieille cordonnerie avec plein de chaussures partout. Non, il y a quelque chose comme ça qui est un peu du showroom, de la présentation des produits. Juste d'un mot, vous qui êtes un artisan, qui travaillez, c'est du fait main. Ça vous évoque quoi quand on dit Made in France ? Ça m'évoque, quand on parle du Made in France, au niveau de la qualité, déjà travailler des chaussures françaises de belle qualité, de belles manufactures. Nous assurons à l'atelier, nous assurons des services après-vente de grandes marques. Oui, j'ai vu Paraboot notamment. Paraboot, Techung, voilà, des marques avec lesquelles on peut faire des belles réparations, on peut poursuivre la chaussure, la faire revivre. Mais le Made in France s'oppose finalement à une forme, parce que ce débat on va l'avoir, à une forme de mondialisation des produits à bas coût. Je pense notamment aux produits qui viennent de Chine, qui viennent casser le marché, qui sont vendus peu cher. Est-ce que c'est ça l'opposition que vous faites, vous ? Complètement, parce que toutes les marques qui sont fabriquées en Asie ne sont quasi pas réparables. Ou ce qui m'insurge le plus, c'est que de grandes marques avec lesquelles on travaille, au lieu de réparer, jettent. Donc ça, le développement durable, il ne faut pas oublier que nous, les cordonniers, on a été l'un des premiers métiers
à faire du développement durable. Ben oui. La cordonnerie, la réparation. La réparation. La réparation. Ouais. Donc, faut pas... Pour certaines femmes, c'est au-delà des enjeux d'écologie, de développement durable, c'est parce qu'elles aiment tellement leurs chaussures, elles y sont tellement attachées, enfin vous devez le vivre, qu'elles veulent une réparation de 7 paires de chaussures. Et puis effectivement, c'est bon pour la planète. C'est intéressant ce que dit Thierry Gilles, nouveau président, je le rappelle, depuis le mois de... Depuis un mois. Un mois, ouais, c'est ça. Un peu plus. Origine France Garantie, c'était Yves Gégaud qui présidait... Absolument, c'est Yves Gégaud qui est notre président d'honneur encore aujourd'hui et qui a créé la certification Origine France Garantie en 2011 et à qui j'ai succédé effectivement, mais qui reste parmi nous pour nous aider à promouvoir nos valeurs. Mais c'est très intéressant parce que c'est pour ça que j'ai voulu que Thierry soit là aujourd'hui, parce que le service aussi fait partie aujourd'hui, toute cette mouvance autour du recycling, autour de tout ce qu'on peut recycler. Je trouve que c'était intéressant parce qu'il est à la ville à la montagne aujourd'hui, fait une démarche de certification. On va y venir sur le service France Garantie. Et je pense que tout ça, c'est une bataille qu'on doit tous mener, à la fois le service, à la fois la production. Effectivement, nous, on s'est attaché à la production au départ parce que le sujet, c'était de reproduire en France et de motiver les entreprises à réindustrialiser. Mais on s'aperçoit que le service commence à être délocalisé. Et c'est pour ça que nous, on a voulu mettre en place ce service France Garantie, qui est tout nouveau, puisqu'on a une dizaine aujourd'hui de certifiés service France Garantie, alors qu'on a presque 600 entreprises dans l'origine France Garantie. Et des belles entreprises. Des très très belles boîtes, des grosses, des petites, mais d'une manière transverse. On fait aussi bien des voitures que effectivement les lunettes, l'optique, des lunettes, des vêtements. Enfin, nous, l'idée, c'est vraiment l'origine du produit. Ce qu'on veut, c'est que le consommateur soit sûr du produit qu'il achète et en fait de l'origine du produit. Après, il fait son choix, encore une fois. 46% des consommateurs, on va voir ce chiffre, affirment avoir déjà vu la certification Origine France Garantie sur un produit ou sur une publicité. Ça veut dire qu'une grande partie de la population, et quand on parle de cette question avec vous, Gilles Attaf, j'ai aussi le sentiment qu'on a le même discours quand on parle des produits agricoles. On dit aux Français aujourd'hui, quand vous faites votre marché, achetez plutôt des produits français. Alors avec le gel, c'est un peu plus compliqué cette année, mais d'une manière générale, est-ce que c'est un peu la même démarche ? Est-ce que vous êtes un peu, vous, le président d'Origine France, dans une démarche de pédagogue, de dire aux Français, quitte à mettre quelques euros de plus, parce que c'est vrai que ça coûte plus cher, mais faites cet effort. Absolument, c'est une démarche, en tout cas vertueuse. C'est clair qu'aujourd'hui, on participe au modèle social français. Quand on consomme un produit français, on sait pourquoi on consomme. Vous savez, c'est Arnaud Montebourg qui disait on vote avec sa carte bleue. C'est quelque chose d'assez puissant. Qui a beaucoup soutenu, d'ailleurs. Qui a beaucoup soutenu à l'époque, qui est administrateur d'ailleurs d'Origine France Garantie. Pour nous, c'est essentiel que le consommateur se rende compte que participer au modèle social français, c'est important. On en a eu besoin. Et quand on consomme un produit français, on participe à ce modèle social. Et l'origine des produits est très intéressante. Et sur l'agroalimentaire, c'est un sujet que nous, on va prendre vraiment à cœur avec Origine France Garantie, parce que c'est vrai qu'un produit bio, par exemple, il n'est pas obligatoirement français, alors qu'un produit qui serait certifié Origine France Garantie, c'est un produit qui garantirait au consommateur que le produit vient bien c'est intéressant ce que vous dites français. Sur le débat du bio espagnol, du bio italien. Absolument. Parfois, peut-être acheter des produits en cycle court. Alors, ils n'ont pas le label bio, mais ils sont faits en France et ils sont parfois, dit-on, d'aussi bonne qualité. C'est ce que vous dites. Exactement, tout à fait. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut promouvoir effectivement, c'est que les produits qui sont à la fois ou certifiés Service France Garantie ou certifiés Origine France Garantie sont effectivement issus du territoire français. Juste qu'on comprenne bien, parce que vous présidez la FFI et OFG, et puis vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Belleville, c'est du textile. Concrètement, pourquoi vous êtes aussi attaché à ce combat ? Je ne dis même pas à ce sujet, pour vous c'est un combat. Parce qu'il y a d'autres marques qui ont plié le genou et qui ont dit après tout, pourquoi j'irais faire en France ? C'est 2 fois moins cher au Bangladesh, en Tunisie plus près de nous, et même au Portugal, qui sont des pays de l'Union. Pourquoi vous combattez ce sujet ? Pourquoi c'est un combat pour vous ? Alors ça a toujours été un combat pour moi parce que je pense que l'emploi est un combat. On a besoin d'emploi pour vivre, on a besoin de travailler. Et donc fabriquer en France, c'est de l'emploi aussi. Je vous le disais tout à l'heure, c'est participer à l'économie française, donc c'est très important. Puis je pense que le fait de chercher le moins cher, vous savez, le moins cher est toujours trop cher. Vous savez, j'ai une formule qui est un peu toute faite, qui est achète chinois, achète 3 fois. Aujourd'hui, on est dans une tendance de consommer mieux mais moins, des produits de qualité, des
On les garde plus d'essayer longtemps. de les réparer. C'est vrai. Si vous voulez, nous, on était vraiment sur une démarche au départ sur, effectivement, réindustrialiser les territoires, redonner de l'emploi, relancer l'ascenseur social. Et puis aujourd'hui, on a été rejoint par ce phénomène écologique, Ouais. éco-responsable. Ouais, Vous c'est savez, vrai. Made in France, c'est les premiers à avoir fait de l'écologie, c'est du circuit court. C'est Le vrai. circuit court, c'est vertueux. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est augmenter ce circuit court pour qu'effectivement, en plus, au niveau de l'empreinte carbone, on soit plus vertueux. Donc c'est très important pour nous de prendre en main ce sujet pour que tout le monde se rende compte que, en fait, on a besoin de retrouver de la souveraineté industrielle en France, parce que le sujet, il est là. C'est revitaliser les territoires pour avoir du travail, pour relancer l'ascenseur social. Et tout ça, c'est tout à fait vertueux. Et c'est pour ça que je me permets de dire que c'est une bataille culturelle que tout le monde doit porter. Et donc, on doit tous concerner consommateurs et citoyens. On vit des élections régionales. Là, c'est le citoyen, mais il y a aussi le consommateur qui doit prendre sa part aussi de choix lorsqu'il va consommer. Il y a ce petit chiffre, il ne vous a pas échappé, c'était une source Rexecode, mais qui sont des chiffres qui sont juste le recul de la compétitivité de l'industrie française. 12,7, c'est ce que la France pèse en exportation de la zone euro en 2020 contre 13,9 en 2019. Et je vous donne la parole parce que j'aimerais entendre le chef d'entreprise sur le débat des charges, le coût du travail en France. Mais cette question, elle est posée. Malgré votre combat, malgré l'action de 600 entreprises qui sont dans le label Origine France Garantie, on a quand même le sentiment que l'industrie française, elle peine. C'est le sentiment que vous avez ou pas ? Non, moi je crois qu'il y a une vraie dynamique. Là, je pense on sent qu'on se donne les moyens enfin. Je pense que c'est une bataille qui devient nationale. Vous avez vu le plan de relance, vous avez vu cette... Et le plan de relance européen qui va arriver ? On est en train de travailler sur la compétitivité hors coût. On essaye de trouver des crédits impôts production. Enfin, on sent qu'il y a une vraie dynamique parce qu'on s'est rendu compte que le court-termisme coûte très cher. C'est-à-dire de fabriquer loin, à terme, pas cher, ça coûte très cher à l'économie française. On l'a vu lors de la crise sanitaire. On est drogué aux produits asiatiques ? Oui, c'est ça, c'est un peu le sujet. C'est une drogue. Parce qu'on a une vision court-termiste. Vous savez, moi, je suis un militant d'un Small Business Act à la française pour les marchés publics. C'est quand même 200 milliards par an, les marchés publics. Réservons une partie de nos marchés publics à nos entreprises françaises et ça va redynamiser l'économie, ça va redonner une vision et aussi de l'énergie. Vous savez, cette semaine, j'ai rencontré les dirigeants de l'UIMM, qui est un syndicat important de la métallurgie. Ils ont cette volonté de redonner de l'énergie. Avec des fonderies qui ferment, vous avez vu là. C'est un sujet. C'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde le prenne en main et qu'on se rende compte qu'il faut avoir une vision à long terme, comme les investisseurs doivent aussi avoir une... Bruno Le Maire, là en tête, ce combat-là, il le partage avec vous, ce combat, le ministre de l'économie ? Moi, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. On s'est rendu compte que, hélas, cette période... Vous savez, moi, j'ai toujours tendance à dire que nous, on était résistants avant la guerre. On nous a dit qu'on était en guerre. Et là, aujourd'hui, le fait qu'on soit en guerre, ça donne un peu une énergie à tout le monde. Les FFI, oui, Thierry, c'est ça. Voilà, les FFI. Nous, on a lancé les FFI parce qu'on voulait réindustrialiser les territoires, accélérer, aider. On lance des clubs et ça, c'est important. De fédérer autour de cette... Avec Origine France Garantie, le sujet aujourd'hui, c'est de fédérer tous les acteurs autour de cette réindustrialisation qui va relancer aussi l'ascenseur social. Thierry, je parlais du coût du travail. Il y a un vrai débat, là, vraiment, sur la fiscalité, sur le coût du travail en France. Votre emploi, votre activité n'est pas délocalisable ou elle l'est ? Elle n'est pas du tout délocalisable. C'est pas possible. Non, c'est impossible. La valeur ajoutée que vous avez ne peut pas se faire dans un autre pays à bas coût ? Non, franchement non, parce que le savoir-faire que l'on a, nous, actuellement dans l'entreprise... C'est quoi, c'est 35 ans d'expérience accumulée ? 60 ans. Mon papa et bientôt mon fils Clément qui va... Vous avez la chance que votre fils reprenne Donc c'est un savoir-faire qu'on a acquis et développé depuis 60 ans et qui est quasi unique en France. Voilà, spécialisé à 100% dans les chaussures de montagne, de randonnée, d'escalade. Oui, vous frôlez les métiers de l'art. Enfin, il y a... peut-être pas non, mais je veux dire, il y a enfin, quand même un travail vraiment de finesse. On a développé un process de réparation qui est quasi identique au process de fabrication, avec les mêmes machines, avec voilà. Juste d'un mot sur le coût du travail. On entend le débat sur l'industrie. Il y a Origine France Garantie, il y a la FFI, il y a des clubs d'industriels, il y a des investisseurs. Le coût du travail, comment vous le regardez ? Cette question qui est un peu un serpent de mer. Depuis 30 ans, on parle de ce coût du travail. Est-ce que c'est un élément qui pèse, le coût du travail ? Énormément, parce que moi, on est 6 salariés dans l'entreprise. J'estime
donner des bons salaires. Mais malgré tout, je veux toujours essayer de les intéresser et de les faire progresser. Et de les garder. Et de les garder, surtout. Oui. Merci. Oui. Mais c'est compliqué parce qu'on est non pas harcelé, mais En tout cas, il y a des charges très lourdes. de charges constamment. Mais c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, ça, ou alors ce sujet, on ne le met pas sur la table parce que de fait, on ne peut pas y toucher et que c'est une sorte d'invariable. Où est-ce que cette question-là doit être posée ? Non, mais c'est une question qui doit être posée, bien évidemment, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur d'autres sujets comme la compétitivité hors coût, la montée en gamme, le service. C'est pour ça que je suis content aujourd'hui que nous, on ait lancé le service France Garantie. C'est quoi le service d'ailleurs ? C'est-à-dire que l'entreprise qui a des... C'est très important parce que j'allais oublier de vous le dire. Le service France Garantie, ça garantit, quand vous êtes certifié, donc c'est un organisme certificateur, comme pour l'origine France Garantie, qui fait un audit et qui certifie, comme pour le cas d'à la ville, à la montagne, on va certifier que le 90% des contrats de travail sont de droit français. Et ça, c'est important. Pour nous, ce qui nous importe, c'est toujours cette problématique de l'emploi, de droit français. Et pour rebondir sur ce que disait Thierry, vous savez, les services, moi j'ai vécu cette période où on nous disait la France sera un pays de tertiaire, l'atelier du monde sera en Chine. Et puis on s'est aperçu que des services aussi pouvaient être délocalisés. Moi, on a certifié un call center il y a très peu de temps. On est très content d'avoir certifié un call center. Donc ça veut dire que même les services peuvent être délocalisés. C'est pour ça que cette certification permet à des entreprises. Là, on a une mutuelle qui vient d'être certifiée récemment, Mutual, qui est certifiée Service France Garantie, et qui permet de garantir que effectivement les emplois sont bien français, sont bien sur le territoire français. Quand je choisis cette mutuelle, je sais que les gens qui vont répondre au téléphone pour m'aider, m'accompagner, ce sont des gens qui sont dans des espaces français. Il y a un contrat de travail français. Absolument. C'est la base de cette certification, c'est le contrat de travail pour le service. Pour l'origine France Garantie, c'est différent. C'est 50% à minima de la valeur ajoutée du produit français. Et toutes les caractéristiques du produit doivent être l'éternel débat du textile, puisque vous le savez mieux que quiconque, nous n'avons pas le tissu. Par exemple. C'est un vrai problème. On a perdu des filières. Vous savez, moi je suis un traumatisé de la perte des savoir-faire. Donc on a perdu des filières, on les a laminées. Donc on les fait revenir. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait dans le textile. On est en train de relancer une filière lin parce que je vous rappelle qu'on est les plus gros producteurs de lin dans le monde. Sur la laine aussi, il y a des travaux qui se mettent en place. Mais c'est long, c'est un travail à long terme. Et c'est pour ça que quand je dis le temps, moi je milite pour le temps long. Vous savez, on n'est pas des start-up dans l'industrie. Il faut laisser le temps que les choses se mettent en place, mais il faut nous donner les moyens d'arriver à mettre en place des industries performantes. Il n'y a pas l'idée, comme ça, dans votre discours, de créer un peu la PME Nation, après la Startup Nation. J'ai le sentiment que vous voulez créer un peu l'Industrie Nation, c'est-à-dire redonner comme ça un côté un peu fun à l'industrie qui avait un peu disparu. L'industrie, ça ne servait pas à grand-chose. C'est un sujet fondamental. C'est aussi, vous savez, les artisans ont réussi une chose extraordinaire en 30 ans, c'est à devenir des gens importants. C'est-à-dire qu'on est un artisan aujourd'hui, et on est quelqu'un qui est sérieux, on a une vraie valeur. Et moi, je voudrais que l'usine aujourd'hui, ce soit plus un gros mot. C'est ça mon sujet. C'est qu'aujourd'hui, on ait envie aussi d'aller dans une usine, que les ingénieurs n'aillent pas dans la finance, que les ingénieurs aillent dans l'industrie et aident l'industrie à se développer. Vous savez, l'industrie aujourd'hui, ça va être l'usine 4.0. Il y a l'intelligence artificielle qui va nous aider à trouver de la compétitivité. On en parlait de la compétitivité tout à l'heure. Il y a des vrais sujets qui se mettent en place. Et donc, il faut que tout le monde prenne ce sujet à bras-le-corps. Et je pense qu'on est sur une dynamique. Il ne faut surtout pas la casser. Et pour ça, on a besoin des consommateurs. Parce que vous savez que quand ça vient des consommateurs, ça change la donne. Vous l'évoquiez, le débat se termine malheureusement, mais vous évoquiez quand même des secteurs, pas de niche, mais que finalement notre industrie française, elle se démarquait par la qualité à la fois de service puis la qualité technologique. On n'est que dans des niches pour l'industrie française. On ne peut pas concurrencer des pays à bas coût. Je pense à la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a aussi le Brésil, il y a l'Inde. C'est plus compliqué quand même pour les industries automobiles, pour le dire simplement. Oui. C'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, mais regardez, nous aujourd'hui, on certifie des voitures sur le territoire français. La Yaris est fabriquée à Valenciennes. C'est vrai. Et elle est certifiée Origine France Garantie. Moi, vous savez, je préfère des marques étrangères qui fabriquent en France que des marques françaises qui fabriquent en Turquie. Oui, c'est tout le débat. Je vais acheter Renault, mais elle est faite au Maroc. Donc voilà, c'est chouette. Mais c'est pour ça que c'est une bataille que tout le monde doit prendre en main et que, aussi bien au niveau du financement des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des banques qui ont envie. Nous, on est en train de travailler avec Arkea, qui est une grande banque, qui va être aussi certifiée Service France Garantie, et qui a envie de se développer dans les territoires. Et enfin, tout ça, c'est une bataille qui est nationale, que tout le monde doit prendre en main. Une banque, c'est une entreprise. Elle se projette sur la réaction du consommateur. Elle se dit, si je fais ça, ça rentre dans ma politique RSE, et le consommateur, il sera sensible. Le consommateur, il est sensible à ce label.
clairement, on sent qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vraie transparence et ce label rassure le consommateur. C'est clair qu'aujourd'hui, on a une chance et nous, on va le promouvoir encore plus. La certification Origine France Garantie aide le consommateur à être rassuré. Il ne se pose pas de questions. Il va savoir que le produit qu'il achète ou le service, on parlait d'un c'est un label solide. Ouais, c'est un label solide, mais il faut le faire. D'ailleurs, on a besoin de vous, les médias aussi, pour le faire connaître. C'est important. C'est ce qu'on fait là. Je vous remercie de donner la parole, mais c'est un service. C'est important que le consommateur soit rassuré, qu'il ne se pose pas de questions. Vous savez, on a utilisé le drapeau français à mauvais escient. Des marques ont utilisé le drapeau français pour des produits qui n'étaient pas fabriqués en France. Avec la certification Origine France Garantie, vous êtes sûr que le produit est fait sur le territoire français. Avant de nous quitter, un tout petit mot, parce que la cordonnerie, tout à l'heure, on évoquait au début de l'émission, les cordonniers, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. J'ai pas, vous l'avez, ce petit logo. Qu'est-ce que vous disent les consommateurs quand ils le voient? Vous communiquez, vous, sur ce logo? Sur ce label? Sur ce label, là, je suis en pleine certification pour l'instant. Vous êtes en train de grimper l'escalier, là. Exactement, je vais le communiquer juste à mes fournisseurs et surtout avec les gens avec qui je travaille, pardon. Les marques que vous citiez tout à l'heure. Les marques et surtout les revendeurs. On fait tout le service après-vente nationaux de tous les hauts vieux campeurs, voilà, dans toute la France. Donc je vais communiquer ça pour rassurer le client, rassurer leurs clients. Et aux vieux campeurs d'expliquer que celui qui va traiter ne part pas à label, mais pas vraiment. Voilà, ça partira à Belleville, ça partira à Bastille. Belleville, c'est, vous voyez, la lapsus. C'est la marque de Gilles Attaf. C'est une manière un peu discrète. Qui est rue Française d'ailleurs. Parce qu'on ne se refait pas. Jusqu'au bout des ongles. 9 rue Française, on vous reçoit dans notre show. C'est ça, c'est à côté d'Étienne Marcel pour faire un tout petit peu de publicité avec cette veste que vous portez qui est un peu votre enseigne, votre symbole, la veste bleu, blanc, rouge de la marque Belleville. Président Gilles Attaf de Origine France Garantie depuis le mois de mai. Et vous avez entamé un tour de France, me semble-t-il, à la rencontre des chefs d'entreprise. Et puis vous négociez évidemment avec des entreprises pour leur demander de rejoindre, de choisir ce label. Je lance un appel, plus on sera nombreux à être certifiés et plus on sera fort. Merci à vous, messieurs. Thierry Haut, je vous laisse repartir à Bastille, dans votre beau magasin de la ville à la montagne. Et puis Gilles Attaf, je vous libère aussi pour continuer votre tour de France. Président d'Origine France Garantie, c'est un choix de consommateur, c'est un choix de citoyen que vous devez faire lorsque vous faites un achat, quel qu'il soit d'ailleurs. Merci à vous deux, messieurs. C'était un plaisir de vous accueillir. On termine l'émission avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. C'est le recrutement, bien entendu. Une politique RH fidèle aux valeurs de l'entreprise. Et on va en parler avec une entreprise qui est une néobanque qui s'appelle Nickel. Et en RH, elle est nickel. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. J'ai fait évidemment ce vilain jeu de mots pour parler des politiques RH parce que c'est notre rubrique recrutement avec une entreprise qui s'appelle Nickel. Et je disais que cette entreprise Nickel, qui est une néobanque. Oui, c'est une fintech. Ouais. Une fintech. Pierre-Henri Avrin, merci. Vous êtes le DRH de Nickel. Juste un mot avant de parler de la stratégie que vous mettez en place et de tout ce que vous avez décidé de faire. Nickel, c'est une fintech que j'appelle néobanque. On accède très rapidement à un compte en banque en un clic, c'est ça l'idée? En 5 minutes, chez son buraliste. On peut aussi se pré-enrôler depuis directement un site internet ou une application, mais en 5 minutes, on valide le coffret chez un buraliste et on part avec son moyen de paiement qui fonctionne. 5 minutes, on est imbattable, on est les seuls à le faire. On est les seuls à permettre d'avoir ce moyen de paiement tout de suite, au bout de 5 minutes, et ça fonctionne. Juste un petit mot, parce qu'on va rentrer maintenant dans le détail de ce que vous mettez en place, et du recrutement, parce que vous recrutez. Vous êtes quoi? Vous êtes leader? On dit que vous êtes la pépite des fintech en matière de néobanque. Vous n'allez pas dire le contraire? Alors, on ne va pas dire le contraire, on essaie d'être modeste. Ça cartonne. Ça cartonne, on fait plus de 40 000 souscriptions par mois. Donc c'est en moyenne 1500, 1600, parfois 2000 en début de mois, souscriptions par jour. Par jour? Par jour. C'est un compte bloqué au sens où, je pense aux jeunes, parce que je pense que votre cible, ce sont des jeunes, pas de découvert. Hein. Vous ne vous retrouvez pas avec des jeunes qui vont trop tirer sur la carte bleue. Bon, pour les parents et les dirigeants qui nous regardent, c'est ça, hein? Alors, on n'a pas les jeunes comme cible. On est universel, on a vocation à délivrer à tout le monde un compte courant facilement. Par contre, effectivement, on ne peut pas être à découvert. C'est une de nos promesses. Et pour ça, on permet d'avoir l'information en temps réel de son sol pour savoir en permanence où on en est. Dès qu'on a retiré ou payé, on a automatiquement le sol. Dans le moment où vous payez chez votre commerçant, vous avez directement sur l'appli l'information. Ça, c'est une très belle innovation d'ailleurs d'avoir en accès. On était les premiers à le faire. Mais oui, c'est formidable. Concrètement,
parlons recrutement. Vous êtes en recrutement. Combien de postes à pourvoir là chez Alors, vous? on avait dans notre plan stratégique prévu de recruter plus de 100 personnes tous les ans chaque année. C'est ce qu'on a fait sur les 2 premières années et on est même en avance cette année puisqu'on a déjà fait plus de 100 depuis le début de l'année. Malgré le Covid? Malgré le Covid, on n'a pas arrêté de recruter dans le Covid. Alors, on a adapté notre processus, on a adapté nos règles d'onboarding, mais on a continué très activement et d'ailleurs on a toujours des perspectives très importantes sur cette année et sur l'année prochaine. C'est intéressant, vous qui êtes le DRH, quand on grossit trop vite, c'est compliqué pour le DRH parce qu'il faut en permanence à la fois recruter, onboarder, intégrer et puis améliorer, je dirais, la marque employeur, les services. C'est compliqué pour vous comme DRH là. Ouais, alors c'est passionnant au demeurant. Alors c'est absolument passionnant et c'est d'ailleurs mon premier enjeu, c'est de m'assurer que malgré cette croissance, on continue à apporter beaucoup de fierté et beaucoup d'agilité dans la façon dont on travaille, puisqu'on a des valeurs qu'on avait depuis le lancement Nickel, qui sont d'ailleurs très, très liées aux produits, mais qu'on a conservées et qu'on veille, et moi je veille en tant que DRH, à m'assurer que toutes les personnes qui viennent chez nous ont la même fierté de délivrer un produit qui est beau, qui permet à tous d'ouvrir un compte sans condition de revenu. Ça se développe. Vous avez passé le seuil des 2 millions de clients, je ne dis pas de bêtises. L'entreprise est en train, évidemment, de se développer en termes d'effectifs. Débat sur le télétravail, tiens, parce qu'on a souvent ces questions avec des DRH de très grands groupes et puis des entreprises comme la vôtre de la FinTech. Télétravail, c'est rentré dans les mœurs. Enfin, je veux dire, dans votre structure, j'imagine que vous êtes en télétravail. Alors, par la force des choses, bah oui. On était en télétravail pendant un an. Mais maintenant, qu'est-ce que dit le DRH ? On est encore en sortie de crise, donc on est très activement en train d'y travailler et d'y réfléchir. Forcément, il y a un avant et un après par rapport au télétravail, donc on en aura plus après qu'avant, ça c'est une certitude. Par contre, ce qu'on surveille, et c'est là où on a beaucoup de discussions en interne, c'est de s'assurer qu'on a un bon équilibre entre le besoin de partager, d'avoir de l'information sur le terrain et pour autant d'avoir cette souplesse qui est attendue et qui d'ailleurs permet un certain nombre de sujets d'efficacité. Il y a du plus, il y a du moins, on essaye de trouver le bon compromis. Vous, votre bilan, à vous, c'est-à-dire que là, en sortie de crise, on avait un chef d'entreprise qui disait tout à l'heure en visio, moi, les dirigeants que je croise, ils ont quand même bien envie que les salariés reviennent. Les salariés n'ont pas trop envie de revenir. Voilà, c'est ce que nous disait. C'est partagé. Nos collaborateurs, ils ont envie de revenir. Ils ont envie de faire plus de télétravail qu'avant. C'est ça. C'est l'hybridation en fait qui ressort. Hein. Absolument, absolument. Et donc, de toute façon, revenir dans un modèle comme avant est inenvisageable, clairement. Donc, on va adapter notre modèle, mais on est aussi très conscient, on est tous conscients de ce qui a bien fonctionné. Et on touche du bois, d'un point de vue business, on a réussi à continuer d'être en très forte croissance, mais on a aussi vu les aspects un petit peu moins favorables, un petit peu plus difficiles, un peu de fatigue, un peu d'isolement. Tout ça, on doit arriver à trouver le bon compromis. C'est ce qu'on est en train de construire. Pierre-Henri Havrin, merci de nous éclairer sur cette FinTech. Une des pépites françaises de la FinTech avec cette banque Nickel. Ça peut commencer l'aventure dans un bureau de tabac, mais aussi, j'imagine, sur une application et évidemment sur le site Internet, mais aussi en bureau de tabac en 5 minutes. C'est plus rapide qu'un vote. On nous dit qu'il faut 10 minutes pour le vote, 5 minutes pour Nickel. Merci d'être venu sur le plateau. 150 recrutements, pour être précis, là. 150, il nous en reste une centaine à faire. Une centaine. Allez sur j'imagine, l'onglet recrutement et il y a évidemment des emplois à pourvoir. Merci, nous sommes en retard. Merci à toute l'équipe, évidemment. Merci à notre réalisatrice préférée. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel, évidemment. Et merci à Louison pour l'accueil invité. Puis merci à vous qui nous regardez et qui êtes très actifs sur les réseaux et devant le poste. Merci, je serai là demain en direct. Bien entendu, portez-vous bien. Bye bye.